Bonjour, bienvenue à cette nouvelle rencontre d'Elissiance.be au I Love Science Festival bruxellois autour du spatial. Bruxelles à la tête dans les étoiles, et pour en parler, nous avons avec nous Michel Grusselin, directeur commercial de la société Spacebell. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, Spacebell en quelques mots, tout d'abord, est-ce que c'est une boîte d'informatique? Parce qu'on va parler de logiciel quand même aujourd'hui. Oui, effectivement. L'informatique est à la base du savoir-faire de Spacebell. Nous sommes en fait une entreprise d'ingénierie. Donc ingénierie système et ingénierie logicielle dans le secteur spatial uniquement. Alors, on a un public très vaste et mélangé. Donc, ingénierie système, ça veut dire quoi? Alors, en fait, quand on regarde notre secteur d'activité, nous sommes positionnés sur à la fois les satellites et les lanceurs. Quand on parle système, on parle de toute l'intelligence de tous les équipements hardware qui sont à bord. Donc, le logiciel gère et contrôle tous ces équipements. On est donc au niveau du système. D'accord. Euh, donc, on va parler de codage, en fait, de lignes de code, Oui. d'algorithmes probablement aussi. Est-ce que ça commence vraiment avec le satellite et son lanceur, donc la fusée? Est-ce que ça commence quand même déjà bien plus tôt, avant même qu'on construise ce satellite? On fait aussi, on développe aussi des programmes de simulation, de fonctionnement de satellite ou d'instruments à bord du satellite. Comment est-ce que ça marche en fait? Ce sont les scientifiques qui viennent vous voir, ce sont les agences spatiales qui vous disent on voudrait bien lancer tel projet, est-ce que vous pensez que ça va fonctionner ou pas? Enfin, comment ça marche? C'est une excellente question. Donc, en fait, le logiciel est assez transversal dans toutes les disciplines. Ça veut dire que quelque part, nous coopérons avec les scientifiques qui, eux, développent les algorithmes. Par exemple, l'algorithme qui peut permettre au satellite d'adopter sa bonne attitude par rapport au Soleil, les mouvements sur l'orbite, ils sont élaborés par les scientifiques et nous sommes là pour relayer et les transformer en logiciels. Ces logiciels, on peut les trouver tantôt à bord des satellites, à bord des lanceurs, au sol pour le contrôle de ces équipements. Voilà. Et est-ce que vous simulez le fonctionnement des instruments et des satellites avant même qu'on les lance ou qu'on les fabrique? Voilà, les simulateurs sont une de nos activités principales. Donc, nous sommes effectivement capables de simuler totalement le comportement du satellite, ce qui permet de faire de l'ingénierie en avance de phase, avant même que le matériel ne soit construit. Les ingénieurs peuvent concevoir ce satellite et même anticiper la validation, la vérification et les opérations plus tard de ce satellite. D'accord. On parle aussi dans le jargon de banc d'essai. Vous êtes aussi actif dans les bancs d'essai, si je me trompe pas, ou présent dans les bancs d'essai. C'est quoi un banc d'essai? Comment ça marche? Alors, le satellite, on a besoin de le tester sur toutes les coutures, au sol, Avant avant de de le l'envoyer. lancer. Et donc, il est vraiment fondamental d'avoir couvert 100% de toutes ses fonctions. Et en fait, on utilise des bancs d'essai, hardware ou software, ou entre les deux, on dira que ce sont des bancs d'essai hybrides, où on met l'ordinateur du satellite entouré de ses équipements. Et c'est ça ce qu'on appelle un banc d'essai. Alors là, on a conçu un satellite, on sait ce qu'il va faire, par exemple observer la Terre. On a un lanceur à disposition, une fusée, principalement en Europe, Ariane, qui est le lanceur européen, la famille Ariane, puisqu'il y a différentes déclinaisons. Quant à Kourou, pour spatial, on entend le décompte final, c'est-à-dire vraiment les quelques secondes avant la mise à feu. Vous êtes aussi présent à ce moment-là dans la chaîne de contrôle et de commandement de lancement de la fusée. Alors, on n'est pas tout à fait présent à Kourou, mais à Kourou, on utilise des simulateurs qui ont été développés par Spacebell, effectivement. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, Présent. voilà c'est ça. Donc, Et donc, c'est tous ces gens qu'on voit dans la salle de contrôle devant des écrans d'informatique utilisent en partie, pour certains, ce que vous avez développé absolument, en Belgique. absolument, oui, tout à fait. Bon, vous nous disiez à l'instant aussi que vous êtes présent à bord des satellites, donc on les a testés, on les a conçus.
on les lance, on les met sur la bonne orbite, ça c'est le travail de la fusée finalement. Euh, mais après, ils entrent dans une vie active, évidemment. Donc, le satellite d'observation de la Terre va regarder la Terre dans les longueurs d'onde qu'il faut, livrer des images très régulièrement ou à certaines échéances, dans certaines longueurs d'onde, etc. Est-ce que, à ce moment-là, vous êtes encore présent à bord et pour faire quoi? Alors, on est tout à fait présent à bord après le lancement, et je dirais même qu'on occupe un rôle majeur. Par exemple, tout récemment, un satellite scientifique qui s'appelle Euclide a été envoyé. Il est dans ce qu'on appelle la phase de commissioning en anglais, donc c'est Validation. la préparation avant le démarrage des opérations proprement dites. Donc on vérifie que tout est en ordre. Et il y a eu déjà plusieurs anomalies qui se sont produites depuis ce lancement. Et nous sommes les premiers à en être informés et les premiers à entrer dans les actions collectives pour apporter les modifications éventuelles. Et nous avons déjà procédé à des modifications. Ce sont des patchs qu'on envoie en orbite pour mener à bien la mission. Un peu comme une mise à jour d'une tablette ou d'un téléphone. Oui. Patch, c'est ça. On se rend compte qu'il y a une erreur ou un bug ou un problème en fait, qu'on n'avait pas imaginé. Voilà. Et donc on envoie les rustines voilà. de manière informatique. Donc c'est vous-même qui, depuis la Belgique, appuyez sur un bouton et envoyez le patch en question. Je suppose que ça passe par les agences spatiales ou l'opérateur du satellite. Précisément. Donc en fait, pour revenir à l'exemple de Euclide, tout le patch est préparé chez nous. On est donc passé de la version 3 à la version 4, par exemple. D'accord, c'est ça. Et on l'envoie à Darmstadt, au Centre européen de contrôle des satellites de l'Europe. Et c'est eux qui envoient la commande directement. Oui. Et donc en fait, ça modifie tout le programme de fonctionnement. Ça adapte le programme de fonctionnement du satellite et son système de fonctionnement et de contrôle, j'imagine. Effectivement, et ça corrige les erreurs. Il faut bien se dire que pour certaines missions particulières, comme par exemple les missions lointaines, d'exploration lointaine, parce qu'on part on quitte le système de la Terre, par exemple le robot qui est allé sur Mars, lancé par la NASA, ils ont eu 2 ans pour encore travailler sur le software, alors que le robot était déjà en route. Ça, c'est seul le software est capable de ça. On parlait de Euclide, en fait, Euclide n'est pas tout près non plus, hein, si je ne me trompe pas. On l'envoyait souvent pour Anne Lagrange, c'est-à-dire on est. Non, j'ai pas Euclide. Ah, Euclide, oui. Euclide, donc, si je ne me trompe pas, il est il a été déposé ou amené à un point qui s'appelle le point de Lagrange, qui se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est pas, la Lune est à 300 000 km contre 400 000, là on est beaucoup plus loin pour toute une série de raisons techniques. C'est facile de communiquer avec un satellite qui se trouve à 1,5 million de kilomètres et de lui envoyer des patchs ou de vérifier qu'il se porte bien, qu'il fait bien son boulot. Oui, bah, en fait, c'est juste un peu plus long. Il y a un temps d'attente, hein, donc ça se transmet à la vitesse de la lumière à 300 000 km par seconde. Donc effectivement, si on est sur Mars, par exemple, il faut peut-être une vingtaine de minutes pour avoir la télémétrie et une télécommande, si on l'envoie, il mettra 20 minutes pour y arriver. Quel est le gros du travail? Quel est le principal boulot des personnes qui travaillent chez SpaceX? Est-ce qu'ils travaillent plutôt sur des logiciels de bord de satellites, sur des bancs d'essai, sur des simulations avant même qu'on conçoive physiquement un satellite où vous êtes surtout actif dans cette chaîne spatiale? Je dirais qu'on est un peu partout. Donc nos produits se trouvent donc effectivement en logiciel de bord sur les satellites et nous sommes aussi sur Vega, parce que le logiciel, le flight programme de Vega, nous l'avons développé. Vega qui est le petit lanceur, la petite sœur de Ariane. De la famille. C'est la petite fusée voilà, de la planète. Qui peut quand même emporter 2 tonnes sur orbite. Donc là, c'est très particulier, parce que là, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, c'est pas la Java, c'est pas le code Java non plus, donc là, c'est très structuré, on doit respecter des règles, parce que là, on ne peut tolérer aucune anomalie, ça c'est sûr. Après, nous sommes présents donc, sur les simulateurs. Donc là, ce sont des cycles qui sont un petit peu différents. On a un peu plus de temps pour se préparer. Et puis surtout, on fait ce qu'on appelle en logiciel du reuse.
Donc, on reprend quand même des codes qui ont déjà été écrits auparavant. Ensuite, au sol, nous sommes présents sur les centres de contrôle et les centres de mission, qui sont deux volets différents. Et on contrôle vraiment l'attitude du satellite et l'émission, ben, si c'est l'observation de la Terre, Si c'est l'observation de la Terre. il faut récupérer les informations de l'observation de la Terre. Absolument. Donc, ces logiciels sont fondamentaux, bien sûr, mais ils sont d'une criticité moindre. Ça veut dire qu'on peut y avoir un bug, c'est pas pour ça que le satellite va s'écraser. Il faut pas tomber. Voilà, c'est ça. Et puis, nous arrivons également dans le domaine des applications, qui est aussi une business unit de Swissbell. Où là, on travaille alors directement avec les utilisateurs finaux. Par exemple, si c'est l'observation de la Terre, on va faire de l'analyse d'images, de l'imagerie. Voilà, donc ça c'est la dernière famille du code et des logiciels produits. Justement, cette dernière famille, celle des applications, vous travaillez alors avec un autre public, puisque ce sont les utilisateurs, donc ce ne sont pas les gens qui ont conçu le satellite, qui l'ont lancé ou qui l'exploitent. C'est vraiment des boîtes qui sont au sol, qui n'ont absolument rien à voir avec toute la technologie spatiale, mais qui veulent des bonnes images, du bon endroit sur Terre, pour avoir le bon type d'information qu'ils souhaitent. Là, vous redéveloppez alors des codes spécifiques à chaque fois, ou est-ce que vous avez une espèce de base de données et vous dites pour telle application, par exemple en agriculture, ou pour surveiller les forêts, et ben, on sait très bien qu'il faut tel type de code, et on l'a en magasin, et donc on peut développer le produit rapidement. C'est tout à fait juste. Donc en fait, là, nous faisons les deux en fait. Donc nous utilisons un maximum de produits déjà développés, parce que ça coûtera forcément moins cher aux clients, mais il se peut qu'on ait à faire du développement spécifique pour les besoins de l'utilisateur final. Donc si on parle par exemple de produits d'observation de la Terre, nous sommes spécialisés notamment dans la foresterie, dans la reconnaissance des essences des arbres. Nous sommes également sur les zones inondables. Nous pouvons par exemple aider les notaires à faire de l'inventaire forestier. Donc en fait, le champ d'application est très large en fait. Et c'est en fait, je dirais, ce que peut apporter le spatial, une fois qu'on a parlé de la science et de l'exploration, eh bien le spatial est également important. Finalement, vous n'avez pas dit, mais combien de personnes travaillent dans votre entreprise? 110 personnes. 110 personnes. Alors ce sont plutôt des hommes, plutôt des femmes, ou bien c'est assez équilibré? Alors ce n'est pas un 50-50, ce n'est pas un 10-90 non plus, donc c'est peut-être un tiers de personnes. Il y a de la passion tout le monde. Et quels sont les principaux profils? On parle d'informatique, de codage. Est-ce que ce sont tous des geeks qui sont informaticiens ou ingénieurs en informatique? Ou est-ce que vous avez d'autres profils? Mais ça, c'est à vous de dire, j'en ai aucune idée. Alors je dirais que la majorité de notre personnel, ce sont des ingénieurs, mais tous ne sont pas spécialisés en informatique. Nous avons des ingénieurs en aérospatiale, et nous avons également des scientifiques, des techniciens. Je cherche des géographes. Quelqu'un responsable de la machine à café. Des géographes, donc des gens en lien avec nous avons des astrophysiciens aussi, qui sont épris de sciences, mais qui se réalisent dans le logiciel. Et qui travaillent du coup sur des projets très appliqués plutôt que de recherche fondamentale. D'accord. Donc, bon anniversaire aussi. C'est l'année de vos 35 ans. Space Bell existe depuis 35 ans. Comment on se présente les 35 prochaines années? Quels sont les projets? Alors, donc, nos projets sont, je dirais, fort liés aux projets européens. Nous sommes essentiellement basés en Europe. Et donc, nous regardons évidemment les prévisions de projets de l'Agence spatiale européenne, mais également du CNES. Qui est l'Agence spatiale française. Française, parce que je dirais que presque la moitié de notre portefeuille se trouve en France. Et donc là, il y a des missions qui s'annoncent, par exemple dans l'observation de la Terre, ou bien dans la science, comme Athéna ou comme LISA, par exemple, qui va nous aider à comprendre le phénomène des ondes gravitationnelles.
les évolutions des lanceurs Vega. Nous sommes donc la société logicielle de référence pour le maître d'œuvre de cette fusée. Donc nous continuons d'avoir une prospective diversifiée, ce qui est important pour SpaceBell, c'est de conserver cette transversalité dans le programme, ce qui fait que nous sommes toujours là 35 ans. Est-ce que votre entreprise est unique en son genre dans notre pays ou il y en a d'autres qui font le même boulot que vous ou dans des niches très particulières En Belgique, en Belgique? Oui. nous sommes quelques-unes. Oui. Nous avons été longtemps seuls. Et donc là maintenant, on a de la concurrence pour motiver les troupes. Et ça vous pose un souci ou pas? Je suppose que vous allez me dire que non, parce que le marché du spatial prend tellement d'ampleur que finalement il y a du travail pour tout le monde, mais je ne veux pas anticiper votre réponse. Alors le marché du spatial européen est limité dans son volume. Donc, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous n'avons pas de milliardaires qui s'ennuient. Donc c'est clair que c'est un domaine où jusqu'à présent la Belgique a quand même réussi à conserver une certaine complémentarité dans les capacités. Nous sommes un petit pays, hein, nous sommes un acteur cinquième dans le rang de contribution à l'Agence spatiale européenne. La Belgique, donc. La Belgique, voilà. Mais donc, voilà, on est sur un périmètre qui est limité. Et pourquoi n'êtes-vous pas plus actif au-delà de l'Europe, j'ai envie de dire, aux États-Unis, peut-être en Chine, peut-être au Japon, peut-être en Inde? Et peut-être que c'est le cas, en fait, que je ne le sais pas. Alors, je dirais que si on veut travailler aux États-Unis, on doit être géographiquement localisé aux États-Unis, avoir un siège là-bas. Sinon, ça va être compliqué parce que le software est donc près du système, c'est ce que je disais au début de l'interview. Donc, c'est très critique. Et donc là, les États-Unis obligeront que la fabrication se fasse localement. Il y a peu d'exemples où ça s'est concrétisé avec un siège en Europe. Les autres, les pays de l'Est, les pays qui se situent vers l'Est, Inde, Chine, Japon. Au jour d'aujourd'hui, SpaceBell est déjà situé sur 4 sites. Donc nous avons un site à Rouillard, ici, près du ring de Bruxelles, un site à Liège, un site à Toulouse et un site à Varsovie. Donc nous travaillons déjà avec ces 4 ancrages. Après, bon, on verra, certains pays sont plus coopératifs que d'autres. C'est ça. Est-ce que, je viens 2 minutes sur l'aspect boulot, est-ce que vous recrutez chez SpaceBell régulièrement, parce que tout d'un coup, il y a plein de projets qui arrivent à maturité, donc il y a du boulot? Alors, s'il y a bien une crise que traverse SpaceBell cette année et les années qui précèdent, c'est bien la crise de l'embauche. Ah oui. Donc nous sommes en déficit permanent de personnel qualifié. Et donc notre site web comporte, je ne sais plus combien, une quinzaine de postes. D'accord. Et si vous ne les trouvez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez des contrats ils sont reportés. Notre croissance est plus faible. D'accord. Michel, une dernière question. Comment voyez-vous l'avenir du spatial d'une manière assez générale, mais à la lumière de vos métiers, dans les 10 à 15 années qui viennent, parce qu'on parle beaucoup de New Space, qui est une nouvelle manière de travailler dans le secteur spatial. Est-ce que ça peut représenter pour vous des opportunités? La question est ouverte. Donc je reviens à mon commentaire de tout à l'heure, nous ne sommes pas aux États-Unis. Donc le potentiel de croissance est limité. Le secteur spatial européen évolue avec, je dirais, les 3-4% d'indice de croissance classique, mais guère plus. Donc je crois que les agences spatiales maintiennent absolument les capacités des petites entreprises à venir compléter celles des grandes. C'est clair que je fais un petit clin d'œil, mais si on laisse les grandes faire, elles n'ont pas besoin de nous. Donc c'est quand même grâce aux agences spatiales et aux gouvernements qui souscrivent aux agences que les petites entreprises peuvent continuer de travailler sur ce secteur où nous devons toujours être en avance sur le plan technologique.
Sinon, on sera laissé sur le bord du chemin. Donc on compte sur vous pour être créatif à votre terme et de tirer l'ensemble du secteur vers le haut dans le domaine du logiciel ici. Super. Écoutez, Michel, je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette rencontre. Et là, on va passer la parole au public pour des questions éventuelles. Merci. Merci, avec plaisir.